Bonjour et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, le Moyen-Orient a été au cœur d'un véritable tourbillon diplomatique, militaire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Sur le terrain à Gaza, on a un cessez-le-feu qui menace de s'effondrer à chaque instant. Et puis en coulisses, les diplomates dessinent des plans grandioses pour l'avenir. C'est fascinant, ce contraste. Oui, c'est presque schizophrénique. Donc la grande question aujourd'hui, c'est lequel de ces deux mondes, le chaos ou la diplomatie, va l'emporter? Cette analyse vous est présentée par ProWave AI et générée par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'IA. C'est exactement la bonne question. On assiste à une sorte de course contre la montre, en fait. Pour y voir plus clair, je pense qu'on peut décortiquer ça en plusieurs temps. Allons-y. D'abord, la réalité sur le terrain à Gaza. Ce cessez-le-feu, est-ce qu'il est viable ou c'est juste une illusion? Ensuite, on se penchera sur l'ambitieux plan de paix américain et cette fameuse force internationale. Qui fait beaucoup parler. Énormément. Et enfin, on élargira un peu la perspective pour voir le jeu d'alliances qui se reconfigure dans toute la région. Parce que ce qui se passe à Gaza, bien sûr, ça a des répercussions bien au-delà. Alors plongeons directement sur le terrain. Ce cessez-le-feu, pour rappel, négocié en octobre 2025 sous l'impulsion de Donald Trump. Récemment, on a eu un geste perçu comme un apaisement. Oui, la restitution des dépouilles. Exactement. Le Hamas a rendu les dépouilles de plusieurs otages, dont l'Américain Omer Nutra et le soldat israélien Hadar Goldin. C'est un geste symbolique fort, mais est-ce que ça change vraiment la donne? Symboliquement, c'est indéniable. Pour les familles, c'est immense. Sur le plan politique, c'est un signal que le Hamas peut respecter une partie de l'accord. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas un changement de fond. Non, absolument pas. La confiance est quasi nulle. Et la preuve, c'est que la trêve elle-même, elle est violée presque tous les jours. On a des tirs sporadiques, des frappes israéliennes en réponse à ce qu'ils appellent des provocations. Chaque camp teste les limites de l'autre, en fait. En permanence. C'est un jeu très dangereux. Donc d'un côté, un geste calculé, de l'autre, les frappes continuent. On est sur une ligne de crête, et au milieu, il y a la population civile et une situation humanitaire qui reste catastrophique. Absolument. Le mot est faible. L'aide arrive au compte-gouttes. Et pour ne rien arranger, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a accusé publiquement le Hamas de détourner une partie de cette aide. Ce qui doit empoisonner encore plus la situation. Totalement. Vrai ou pas, ça illustre le climat de méfiance. Il y a une petite lueur d'espoir les 12 et 13 novembre, avec la réouverture du point de passage de Zikim au nord. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et pour compliquer le tout, un événement majeur début novembre. Juste après le retrait israélien, le Hamas a repris le contrôle total de Gaza. Ah ça, c'était spectaculaire. En quelques jours, ils ont redéployé leurs forces de sécurité, mais aussi repris toute l'administration, les mairies, les impôts. Une démonstration de force. Oui, un message très clair. Nous sommes toujours là et nous sommes les maîtres à bord. Et ça doit être un vrai casse-tête pour les Américains et leur plan de paix. Comment leur projet peut fonctionner si l'acteur principal sur le terrain refuse de jouer le jeu? Vous mettez le doigt sur la contradiction fondamentale de tout le projet. Le plan américain, c'est un document en 20 points et sa pierre angulaire, c'est le désarmement complet et total du Hamas. Et sur le terrain, on voit l'inverse. Exactement. C'est ce décalage entre la diplomatie et la réalité qui rend la situation si explosive. Parlons-en justement de ce plan. La pièce maîtresse, c'est cette force de stabilisation internationale, l'ISF. L'idée, c'est ça, déployer des troupes étrangères en Israël. C'est ça. La proposition a été portée à l'ONU. Le projet est très précis, une force de plusieurs milliers d'hommes pour 2 ans au départ, avec plusieurs missions, sécuriser les frontières, protéger les civils et, le point le plus délicat, former une nouvelle police palestinienne. Et la composition de cette force est pour le moins intéressante. On parle de troupes d'Égypte, de Turquie, d'Indonésie, d'Azerbaïdjan. Ce ne sont pas des alliés naturels. Non, c'est un pari extrêmement audacieux. Beaucoup d'analystes sont sceptiques. On peut les comprendre. L'idée de Washington, c'est de créer une force musulmane pour la rendre plus acceptable localement. Mais vous avez raison, les agendas de ces pays sont très différents. L'Égypte voit le Hamas comme une menace. Et la Turquie, sous Erdogan, est un soutien historique du Hamas. Exactement. Gérer la cohésion d'une telle force, ça va être un défi colossal. Et pourtant, le plan a eu le feu vert de l'ONU. Oui, le 17 novembre, 13 voix pour au Conseil de sécurité. Mais attention, il y a 2 détails cruciaux. Lesquels? D'abord, la Russie et la Chine se sont abstenues.
Et ensuite, le Hamas a immédiatement rejeté la résolution. Il parle de nouvelles formes de colonisation. Le message est clair, ils n'en veulent pas. Très clair. Cette force, si elle se déploie, ne sera pas la bienvenue. L'abstention de la Russie et de la Chine, ce n'est pas anodin, ça. C'est une façon de dire « allez-y, mais sans nous ». C'est un peu ça. Ni Moscou ni Pékin n'ont intérêt à un embrasement, donc ils ne bloquent pas. Mais en s'abstenant, ils ne l'endossent pas. Ils se gardent le droit de dire « on vous l'avait bien dit si ça tourne mal ». Une position diplomatique confortable. Très. Et au-delà de la diplomatie, l'implication américaine s'annonce très concrète, avec ce projet de base militaire. Oui, c'est là qu'on voit l'ampleur de l'engagement. On parle d'une base capable d'accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Située en Israël, mais tout près de la frontière. Elle servirait de hub logistique et de commandement pour l'ISF. Attendez, 10 000 personnes. C'est énorme. C'est un engagement militaire majeur qui ne dit pas son nom. C'est un paradoxe frappant, oui. Surtout, ça va à l'encontre de la doctrine de Trump, qui voulait mettre fin aux guerres sans fin. Absolument. Le commandement central américain a d'ailleurs bien précisé qu'aucune troupe de combat américaine ne serait déployée à l'intérieur de Gaza. La nuance est importante. C'est un rôle de soutien. Voilà. Soutien, logistique, renseignement. Mais ça montre que pour Washington, la stabilisation de Gaza est devenue une priorité stratégique. Ils ont déjà mis en place un centre de coordination à Kiryat Gat, qui rassemble 16 pays et 20 ONG. Tutsi Gabbard s'y est même rendu. L'Amérique ne veut pas mettre les pieds dans Gaza, mais elle veut construire un mur de soutien tout autour. Ce qui nous amène à l'échiquier régional. Ce plan ne peut pas fonctionner sans l'adhésion des grandes puissances du coin. Et là, l'axe principal des Américains, ça reste les accords d'Abraham. Absolument. Et ils ont marqué un point le 7 novembre avec le Kazakhstan, qui a annoncé vouloir rejoindre les accords. C'est une première pour un grand pays d'Asie centrale. Mais le vrai prix, le joyau de la couronne, c'est l'Arabie saoudite. Là, ça se complique. Le prince héritier Mohammed Ben Salman n'a pas l'air très pressé. Il est même extrêmement prudent. Il répète la même chose, pas de normalisation sans une feuille de route claire et crédible vers un État palestinien. C'est sa condition. Une condition que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rejette catégoriquement. Voilà, donc on a un blocage total. L'Arabie saoudite dit État palestinien d'abord, Netanyahou dit pas question. C'est le grand écart permanent pour la diplomatie américaine, c'est tout le défi. Ils essaient de trouver une voie médiane, mais pour l'instant, les positions sont figées. Et pendant ce temps, un autre acteur régional essaie de tirer son épingle du jeu, la Turquie. Ah, le président Erdogan, ce n'est pas une surprise, il veut se placer au centre du jeu. Exactement. Il propose ses services pour la reconstruction, il insiste pour que son armée joue un rôle de premier plan dans l'ISF, mais il se heurte à un mur. Israël. Oui. Pour le gouvernement israélien, la participation de la Turquie, c'est une ligne rouge absolue, à cause des liens très forts entre Ankara et le Hamas. L'idée de voir des soldats turcs à leurs frontières, c'est un cauchemar pour eux. C'est exactement ça. Et en parallèle, ça bouge de partout. La France a annoncé aider l'autorité palestinienne à rédiger une constitution. Pareil qui veut se positionner sur le volet politique. Oui. On a aussi un renforcement des liens entre Israël et l'Inde. Et puis, cet événement presque surréaliste, la réception du président syrien Ahmad al-Sharawa à la Maison-Blanche. Même Poutine a appelé Netanyahou. Tout le monde parle à tout le monde. Et au milieu de tout ça, il y a cette ombre qui plane, les allégations de crimes de guerre. Des infos récentes sont venues raviver ce dossier. Oui, c'est un sujet explosif. Des documents du renseignement américain de 2024 ont fuité. Ils révèlent que des conseillers juridiques de l'armée israélienne avaient eux-mêmes alerté leur hiérarchie sur de possibles preuves de crimes de guerre. Une révélation interne. Voilà. Et ça donne un poids considérable aux enquêtes de la Cour pénale internationale qui a déjà émis des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens et du Hamas. Si on essaye de synthétiser, on a l'impression d'une impasse quasi totale. Chaque acteur est campé sur ses positions. C'est une excellente synthèse. D'un côté, les États-Unis poussent un plan ambitieux, mais qui se heurte aux réalités. De l'autre, Israël maintient une position sécuritaire très dure, haché non-désarmement du Hamas, refus d'un État palestinien. C'est non négociable pour eux. Ce sont leurs deux dogmes. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est d'entendre de plus en plus d'analystes stratégiques israéliens admettre que le paradigme de défense traditionnel de leur pays est dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce paradigme dépassé ? Pendant des décennies, la doctrine israélienne, c'était la dissuasion et des interventions militaires rapides et technologiques. Ça marchait contre des armées classiques, mais c'est inefficace face à des acteurs comme le Hamas ou le Hezbollah.
qui sont des groupes non étatiques. Exactement. Décentralisée, soutenue par l'Iran ou la Turquie, la menace n'est plus seulement à la frontière, elle est asymétrique, diffuse. Ça force Israël à un repensement total de sa sécurité. Donc si je résume la situation, les Américains qui poussent leur plan, Israël en pleine introspection mais qui ne cède rien, le Hamas qui refuse de désarmer, et les pays du Golfe qui attendent de voir qui va gagner avant de sortir le chéquier. C'est exactement ça. Les monarchies du Golfe sont très claires. Elles ne financeront pas un centime pour reconstruire Gaza si le Hamas est encore au pouvoir. Elles refusent de payer pour reconstruire ce qui sera peut-être détruit à nouveau dans 5 ans. Elles exigent des garanties de sécurité Total. et le démantèlement de l'appareil militaire du Hamas. Ce qui nous ramène au point de départ, le désarmement. C'est le nœud gordien de toute cette crise. Dans ce contexte de blocage, quels sont les événements très concrets à surveiller dans les semaines à venir pour voir de quel côté le vent tourne? Je vois 4 indicateurs principaux. Le premier, très concret, le début du déploiement de l'ISF et la construction de la base américaine. Si ça avance, c'est que les États-Unis sont déterminés. Ok. Le deuxième, les pourparlers entre Washington et Riyad. Le moindre signe de flexibilité sera un événement majeur. Le troisième, ce sera le moment de vérité, l'ouverture de la phase 2 des négociations, celle sur le désarmement. Le test ultime. Oui. Et enfin, plus lointain mais crucial, les prochaines élections israéliennes prévues pour octobre 2026. La campagne pourrait tout redéfinir. Cette analyse approfondie vous a été présentée par Stylo News. Stylo News, c'est une application sur mobile et sur le web qui vous permet de créer des bulletins d'information entièrement personnalisés. Vous choisissez vos sujets et l'intelligence artificielle puise dans des centaines de sources, y compris la plateforme X, pour vous générer une synthèse sur mesure. Pour créer vos propres analyses, pour suivre en profondeur les sujets qui vous importent, vous pouvez vous abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. Voilà, c'est un outil très puissant pour ne plus subir le flot continu de l'actualité. Merci de nous avoir écoutés. Si un sujet vous passionne et que vous voulez qu'on s'y plonge, envoyez-nous vos sources. On est toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses. Et n'hésitez pas à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour ne rien manquer.